Monsieur le doyen, Madame la vice-doyenne, Monsieur le vice-doyen, cher Léonard, cher Daniel, cher Rudolf, mes chers collègues, mes chères étudiantes et mes chers étudiants, chers amis et chères familles, venus de loin parfois, merci beaucoup d'être là ce soir. Il faut que je retrouve ma voix après avoir été herculéen. La leçon d'honneur marque un tournant. Dans un livre, elle pourrait indiquer la fin d'un chapitre important, marqué par des points de suspension, annonçant le suspense de la suite. Merci à vous toutes et à vous tous de m'accompagner ce soir pour tourner cette dernière page du chapitre intitulé « Mon expérience à l'UNIL ». Cette expérience a été marquée par la très large liberté que l'institution et la faculté m'ont accordée, tant dans mon enseignement que pour le choix de mes initiatives. La liberté est une condition de la vie académique, mais ce n'est pas une banalité que de le rappeler. Cette liberté qui vaut à l'UNIL toute ma reconnaissance, Daniel Van Malmeder et moi, nous l'avons exploitée pleinement quand nous avons ensemble mis en place, en 2008, une nouvelle branche tradition classique. Il s'agissait d'explorer la réception des œuvres antiques, de comprendre comment chaque génération retrouvait un héritage qui n'avait besoin d'aucun testament, mais qui à chaque fois était constitutif de nos disciplines. Très vite, nous avons compris que cette approche ne devait pas être un cursus parallèle à celui des disciplines du latin et du grec, mais qu'il devait faire partie intégrante de nos branches. Pour le dire vite, il m'apparaît aujourd'hui impossible de considérer un auteur ancien, une œuvre, un monument d'histoire, un bâtiment, sans passer par une prise de conscience, celle de notre rapport à cet objet, rapport qui s'est construit au fil du temps et des sensibilités. Pourquoi chaque génération, chaque culture, dans chaque culture, se sent-elle obligée ou appelée à écrire son livre d'histoire grecque, son manuel de littérature? Il y a bien sûr des découvertes constantes, une nouvelle inscription, un nouveau poème de Sappho, une nouvelle fresque, qui nous oblige à corriger et à compléter. Il y a des technologies nouvelles qui nous permettent de perfectionner nos connaissances, mais ces changements n'impliquent pas et ne suffisent pas à expliquer les millions d'études et travaux universitaires qui redisent et refont toujours autrement notre grand tableau de la Grèce ancienne. Des millions d'études, je n'exagère pas, sur Platon, Flavius Joseph ou Homère. Ce sont au moins 10 nouvelles études chaque jour pour chacun de ces trois auteurs. Cela fait donc 100 000 travaux en 10 ans, 1 million en un siècle. Rien que sur ces trois auteurs. Preuve que nous travaillons. Ici s'ouvre le vertige de comprendre pourquoi nous n'avons jamais fini de comprendre, d'étudier et de reformuler. Pourquoi chacun a besoin de traduire, de comprendre et d'expliquer autrement. Étudier Homère dans la perspective d'une histoire de la réception, ce n'est pas comparer l'Iliade de la Renaissance à celle des romantiques ou la philologie allemande à la philologie française, c'est comprendre que les disciplines académiques existent de façon arbitraire. Elles sont en constante mutation et transformation, rivales, complémentaires les unes des autres, se constituant les unes par rapport aux autres, partageant souvent les mêmes objets de savoir, invitant à la collaboration des talents. L'étude de l'Iliade peut parfois relever de l'histoire de l'art. L'helléniste universitaire n'est pas propriétaire ni policier de ce qui serait un vrai savoir sur l'Iliade. Progresser en grec ancien, ce n'est pas s'acharner à lire seulement des articles de philologues spécialisés qui eux-mêmes ne citent que des articles de philologues spécialisés qui eux-mêmes ne citent que des... Gaël Grobetti l'a démontré dans son livre publié dans la collection de Laza, Guerre de Troie, Guerre des cultures, un livre de science-fiction où un témoignage d'un vétéran du Vietnam peut apporter une toute nouvelle vie à la compréhension du vieux poème. Le problème devient alors sociologique ou anthropologique au sens large. Dans une société donnée, à qui revient l'autorité de parler d'un sujet ou d'un autre? À qui s'adresse-t-on quand on explique une œuvre comme l'Iliade? Et il me plaît de poser ces questions à l'université
en m'adressant à une audience qui inclut des journalistes, des artistes, des danseuses, des chorégraphes, des architectes et même des biologistes, ou en tout cas un. J'aimerais développer ce point de vue en prenant un exemple bien précis, celui de ce tableau de Bronzino, peint vers 1534, l'année de l'assassinat du duc d'Alexandre de Médicis, ou alors d'après un autre document archivé, vers 1540. Il s'agit du portrait d'un homme bien connu, d'un jeune homme bien connu, Ugolino Martelli, qui a interrompu sa lecture. Il était en train de lire l'Iliade, mais il n'a pas tourné la page. Il a en revanche retourné le livre pour le montrer à une personne qui lui ferait face. De son pouce et de son index, il indique des vers qui se situent au début du chant 9 de l'Iliade. Lui-même regarde ailleurs. À quoi pense-t-il? Son regard trahit-il une émotion en lien avec le texte? Va-t-il reprendre sa lecture, tourner les pages pour les lire la suite? Voilà presque 5 siècles que le tableau a été peint. 5 siècles que des spectateurs peuvent le regarder. Aujourd'hui, il est au musée de la Staatliche Museum de Berlin. 5 siècles que le jeune homme est là à méditer sur 2 lignes de l'Iliade. Ceux qui sont venus dans mon bureau savent que j'ai affiché il y a déjà quelques années sur la paroi une très belle affiche d'un colloque de la section d'italien illustrée en grand format par ce tableau. Voilà donc des années que je regarde ce portrait d'un lecteur méditatif de l'Iliade. Souvent, à l'UNIL, j'ai été impressionné de voir tout ce que l'on pouvait lire, que je pouvais lire sur le visage d'une étudiante ou d'un étudiant qui traduisait le texte grec. L'effort, le doute, la satisfaction, l'énervement, le doute encore, l'illumination d'avoir su attacher 2 mots. Mais le visage d'Ugolino, c'est encore autre chose. C'est un regard que je ne connaissais pas et qui me laisse perplexe. Un mot rapide sur le peintre, j'en dirai plus en progressant. Agnolo Bronzino est une figure unique de la Renaissance tardive. Né près de Florence en 1503, il est d'origine modeste, fils d'un boucher. Il n'a pas de nom de famille, ce qui était alors courant pour les gens de famille modeste. Son prénom était Agnolo, son père s'appelait Cosimo, d'où l'appellation Agnolo di Cosimo. Mais pour ses œuvres, tant poétiques que picturales, il signe Bronzino Fiorentino. Il commence à peindre vers 1520, à écrire vers 1530. Connu comme l'un des plus grands peintres maniéristes, réputé comme un des meilleurs portraitistes de Florence, Bronzino est aussi un remarquable écrivain prolifique. Il écrivit plus de 300 poèmes. Il pratique le sonnet, la canzone, à la façon des pétrarchisans, mais aussi le capitolo satirique en terza rima. Son œuvre littéraire intégrale n'a été publiée qu'en 1988. De même qu'il y a un Platon des philologues et un Platon des philosophes, il y a eu et il y a encore un Bronzino des historiens de l'art et un Bronzino des philologues italiens. Or justement, et on va le vérifier, Bronzino s'est voulu peintre-poète et poète-peintre, défendant la conviction que peinture et poésie sont des sœurs. Il est magistralement interdisciplinaire. Son érudition littéraire et picturale est impressionnante. Il aime transgresser et parodier. Il imite et détourne avec une ironie très subtile et à des fins burlesques, en jouant sur les mots, en jouant sur les images, sur les mots dans les images et sur l'image des mots. Véronique ne me contredira pas. Dans l'un de ses capitoli, après avoir comparé la puissance de l'amour à celle de l'oignon qui fait pleurer, il imagine Dante coronato di foglie di cipolle, Dante couronné de pelures d'oignons. Son irrespect n'est que l'envers de son admiration. L'humaniste Varchi, son ami, disait qu'il avait mémorisé tout Dante et beaucoup de Pétrarque, ce que ces tableaux iraient confirmer. Bronzino participe au débat littéraire, il discute des anciens, lit les Métamorphoses d'Ovide en traduction, faute de connaître le grec, faute de connaître le latin. Il ignorait aussi le grec. Il aime jouer avec les mots, il aime jouer avec les lettres, avec leur graphie, leurs dessins. Il me plaît d'évoquer ici
dans son poème Lo sdegno, le dédain, son éloge final du pouvoir de la lettre S, qui fait le bien ou le mal, et que Bronzino compare à la lance d'Achille dont la rouille pouvait guérir. Le S, en effet, peut avoir en italien une valeur privative ou intensive. Intensif, il augmente le sens. Une augmentation de sens que Bronzino, en linguiste, compare, en choisissant bien ses exemples, à une érection masculine. Privatif, il peut transformer l'homme digne, degno, et faire tomber sur lui l'indignité, le sdegno. Et cela par le seul ajout du S devant le mot digne. Je ne développe pas la métaphore sexuelle qui lui permet, après l'érection, d'expliquer l'indignité du sujet. Le poème, bien sûr, moque les débats de l'Académie qui s'interrogeaient alors sur la nécessité d'intégrer la lettre K dans l'alphabet italien. Que peut faire un tel peintre-poète quand il reproduit un passage de l'Iliade dans ses tableaux? Sa culture visuelle est tout aussi remarquable, avec une préférence pour Michel-Ange. Héritier d'un double héritage littéraire, pictural, il veut défendre la culture florentine dans une époque marquée par des ruptures politiques. Voilà pour rappeler trop rapidement l'importance de ce peintre à part qui, en 1572, mourut fort d'une belle réputation. Regardons maintenant le tableau. Le jeune homme, je l'ai dit, s'appelle Ugolino Martelli. Il est fils de Margherita Solderini et Luigi Martelli. Il est né en 1519. Les Martelli sont une des familles les plus importantes de Florence, proche de Cosme Ier, duc de Florence de 1537 à 1569. À cette époque, les Martelli possèdent plusieurs demeures dans la ville, notamment dans la Via dei Spadai, qui a pris ensuite le nom de Via dei Martelli, nom qu'elle porte encore aujourd'hui et où tout visiteur de Florence est passé puisqu'elle débouche sur la place du Dôme. Ugolino n'habitait pas dans cette rue, mais dans la fameuse Casa Martelli, devenue aujourd'hui, après différentes reconstructions et changements de propriétaires, le Museo Casa Martelli via Zanetti. Sur le tableau, j'y reviendrai, Ugolino est assis dans ce qui semble être une cour intérieure, aujourd'hui disparue de cette demeure seigneuriale, décorée à l'époque de plusieurs œuvres d'art, les Martelli étant des collectionneurs. Quel âge peut avoir Ugolino sur le tableau? Si son portrait date de 1536, il a 17 ans. S'il date de 1540, 21 ans. D'après les archives, le tableau a été commandito à Bronzino par Luigi Martelli, le père d'Ugolino. On ignore si Martelli a ajouté à sa commande des consignes à suivre, montre mon fils avec l'Iliade, mais on peut penser que certaines consignes étaient données. Ugolino était un étudiant, vous le voyez, brillant, doué. Il se fait très vite remarquer dans la vie des lettres. Varchi, son précepteur, et Pierre Vettori, son professeur de grec, le disent. En 1537, il quitte Florence pour aller étudier à Padoue. Cette même année, Pierre l'Arétin écrivait à Varchi que son protégé était promu à un glorieux destin. De son côté, en 1538, Varchi le recommandait en disant qu'il connaissait le grec, le latin, et qu'il s'était tourné vers le toscan. Il ne finira pas ses études de droit, trop attiré par la littérature et par Bembo, qu'il étudie et qu'il imite. Regardons les 3 livres qui sont à ses côtés sur le tableau. Très discrètement, on en voit l'angle Virgile. Le livre est resté fermé. On ne voit que la tranche qui porte, mais c'est illisible, l'inscription Maro, référence évidente à Publius Virgilius Maro. Inutile de vouloir deviner s'il s'agit de l'Énéide, des bucoliques ou des géorgiques. Virgile est là, comme un représentant de la littérature latine. Le livre ouvert, on l'a vu, est l'Iliade. Enfin, sur la couverture du 3e livre, qu'Ugolino maintient verticalement sur sa jambe, on peut lire le nom de Bembo, le poète humaniste, chantre et théoricien du Toscan qui avait en 1540 70 ans. Peu importe ici encore d'identifier si le livre de Bembo renferme ses poèmes,
son Oratio pro litteris Graeci, écrit en grec par Bembo, ou ses dialogues à la manière de Platon sur l'avantage de la langue vulgaire, le toscan. La façon dont Ugolino tient le livre est représentative du lien amical qu'il entretient avec Bembo. Comment Ugolino traite-t-il ces trois auteurs? A-t-il déjà considéré l'œuvre de Virgile, dont le livre peu visible reste fermé sur la table? Pourquoi s'est-il arrêté sur le début du chant 9 de l'Iliade? Faut-il admettre qu'il a une préférence pour Bembo, dont il tient verticalement le livre appuyé sur la jambe tout en le maintenant de sa main gauche, comme s'il l'avait fait sien? On peut citer ici une lettre que Bembo écrira en 1546 à Ugolino pour lui dire qu'avec son étude sur l'un de ses sonnets, il a su entrer dans son âme. Je le cite, elle est sur la slide. « Vous aurez su, cher Ugolino, avec votre génie magistral, pénétrer mon esprit pour y discerner minutieusement toutes les pensées que j'avais en le composant, sans en manquer une seule. » C'est Ugolino, si doué pour pénétrer les pensées de Bembo dont il tient le livre. Contre lui, que pense-t-il d'Homère? L'histoire de sa carrière littéraire est bien connue et liée aux vicissitudes compliquées des alliances et des rivalités des grandes familles de Florence. Peu après 1548, il travaille comme secrétaire de Lorenzo Strozzi, fils de l'instigateur du meurtre d'Alexandre de Médicis. Pire, il lie amitié avec Julien de Médicis, le frère de Lorenzaccio, qui avait fait tuer Alexandre en 1537. Il perd alors presque tous ses amis de Florence, qui restaient alliés de la branche des Médicis, représentés par Cosme Ier, duc de la ville. À l'écart de Florence, tentant d'y revenir, s'installant dans le sud de la France où Catherine de Médicis le protège, il finira par se réconcilier avec Cosme Ier et revenir en Toscane. Il écrit beaucoup, à la façon de Plutarque, une vie de Maximilien, une vie de Numa Pompilius, des travaux philologiques sur Horace ou Ozone, des écrits scientifiques sur les flux et les reflux de la mer. Il participe à la réforme du calendrier grégorien. Il meurt en 1592 à Vittiana, en Toscane. Difficile de savoir ce que la lecture d'Homère a pu lui apporter. Dans sa vie et dans son œuvre, on ne trouve pas de traces fortes d'un intérêt pour Homère. Mais revenons au tableau et regardons, pour commencer, la statue que Bronzino s'est ingénié à reproduire. C'est la copie d'une statue qui existe encore aujourd'hui. Elle mesure 1,60 m de haut pour presque 1000 kg et se trouve exposée à la National Gallery de Washington, National Gallery of Art de Washington. L'histoire de sa transmission jusqu'à son arrivée au musée américain est bien connue. Faussement attribuée à Donatello par Vasari, elle est vraisemblablement l'œuvre de Bernardo et Antonio Rossellino qui l'avaient réalisée dans les années 1460 pour le grand-père d'Ugolino. Cette statue est déterminante pour affirmer que le tableau représente bien l'intérieur de la demeure où vivait le jeune lecteur de l'Iliade. Elle lui était donc familière. Il devait la voir quotidiennement. Sur le tableau, la symétrie, pour ne pas dire la ressemblance des deux visages, celui de David et celui d'Ugolino, la symétrie des positions pour le haut du corps suggère cette familiarité. David est peint debout, dans une position victorieuse, avec à ses pieds la tête décapitée de Goliath. L'épisode est rapporté dans la Bible, dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel. Sur le champ de bataille, Goliath avait méprisé David, le gamin au teint clair. Avec sa fronde, David le tue, mais cela ne lui suffit pas. Il s'empare de l'épée accrochée à la ceinture de son ennemi et lui tranche la tête. À Florence, on pouvait voir dès la fin du XVe siècle le David de Donatello dans le jardin du palais Médicis, c'est celui qui est à gauche. Je ne m'arrête pas ici sur la récupération politique que les Médicis ont pu faire d'une figure évoquant, pour les historiens de l'art, pour plusieurs historiens de l'art, un tyrannicide. Concentrons-nous sur cette référence biblique dans notre tableau. Une statue dans un tableau. Il faut ici rappeler le débat du Paragone, initié par Varchi, sur l'art le plus méritant. Subtilement, Bronzino montre qu'il est capable de faire en peinture un David semblable à celui des sculptures. Mais en même temps, il leur lance un défi, puisque, si l'on y regarde bien, un sculpteur ne saurait guère sculpter le David que Bronzino représente.
Le peintre a en effet supprimé le tronc sous la jambe de David. Il a également supprimé l'appui, élément certes discret, mais nécessaire pour étayer la sculpture qui autrement ne tiendrait pas. Le peintre dépasse ici le sculpteur. Il peint la sculpture que le sculpteur ne peut sculpter. Bronzino oblige son spectateur à une prise de conscience. Nous croyons voir une représentation d'une vraie sculpture, mais on ne voit en fait que l'image d'une sculpture inventée par le peintre qui ne peut exister que dans la peinture. Et si cela était vrai aussi dans sa représentation de l'Iliade. Je passe très vite sur le rapport du tableau à l'architecture, mais tout de même, la cour intérieure que l'on voit sur le tableau a été détruite et on ne saurait la reconstituer que d'après l'image qu'en donne Bronzino. On pourrait s'interroger sur cette façade qui donne l'impression que l'on est dans la rue. Je me contenterai de relever, après d'autres, que Bronzino se plaît à reprendre des éléments architecturaux qu'il emprunte à Michel-Ange, qu'il admire. Regardons la fenêtre qui fait face à Ugolino. Son appui et ses consoles rappellent les fenêtres conçues par Michel-Ange pour le palais Médicis ou celles qu'il dessinait à l'époque pour la bibliothèque Médicis, commanditée par Cosme. Une énigme alors. Pourquoi a-t-il placé un grillage devant la fenêtre, surtout si l'on est dans une cour intérieure ? Il est temps de regarder maintenant le livre ouvert. À quelques horaires de grec près des fautes de copie, les lignes écrites sont parfaitement lisibles, compréhensibles, très facilement identifiables. L'exemplaire de l'Iliade est ouvert au début du chant 9. Je rappellerai le contexte bientôt. Regardons le livre lui-même et rappelons que Bronzino ne savait pas le grec. Il a d'abord travaillé en tant que peintre qui reproduit un texte. Comme il a reproduit la statue. Première question, s'agit-il de la reproduction d'un manuscrit ou d'un livre imprimé ? La réponse n'est pas facile puisque les premiers caractères d'imprimerie imitaient les caractères écrits à la main. À l'époque où Bronzino peint son tableau, il n'existe guère en Italie que 2 imprimeurs qui ont imprimé des éditions de l'Iliade, Giunta à Florence et Alde Manus à Venise. L'honneur de la première édition de l'Iliade en grec, celle assurée par Démétrios Chalcondyle, revient à l'imprimeur florentin Filippo Giunta en 1488. Je vous la montrerai plus tard. 2 éditions seront imprimées chez Alde Manus en 1504 et 1517. M'énerve. Et puis, finalement, les héritiers de Philippe Giunta rééditeront l'Iliade en 1519, l'année de naissance d'Ugolino. C'est cette 2e édition florentine, avec une introduction de Franchini, que montre très précisément le tableau de Bronzino. Ugolino lit donc un exemplaire de l'Iliade qui a son âge et qui est, comme lui, de Florence. Regardons sur l'écran l'image qui montre le début du chant 9 de l'Iliade, dans l'édition Giunta, et on regarde la copie qu'en a faite Bronzino. Malgré leur similitude, les éditions de l'Iliade, alors connues, différaient par des détails, notamment dans l'alignement des titres et des sous-titres. Comme l'a bien vu Maurice Brock, et comme j'ai pu le vérifier avec d'autres observations, l'édition Giunta est la seule qui corresponde exactement à la façon dont Bronzino a disposé titres et lignes en face, et les lignes en face de la lettrine. Vous voyez le oméga et puis la disposition. Ça marche? Non, ça marche pas? Voilà. Notamment avec l'adjectif cruentos, j'ai entouré en rouge, qui est coupé. On ne trouve cela que sur cette édition. Vous trouverez aussi inélégante cette disposition qui laisse un carré blanc. S'agissant de la première lettre d'un premier paragraphe, l'imprimeur laisse souvent un espace d'attente pour qu'un dessinateur vienne inscrire et dessiner la lettrine. Cet usage remonte à une habitude des copistes du Moyen Âge. Et je vous ai montré ici l'exemplaire Princeps, l'édition Princeps de Chalcondyle, c'est le même exemplaire qui est à Venise à gauche
à Munich à droite, et vous voyez que dans l'édition de Venise, on a décoré la lettre oméga qui reste terriblement discrète dans l'édition qui n'a pas eu la chance d'être complétée par un copiste, par un dessinateur, pardon. Je reviens peut-être ici. Bronzino, peintre, s'est refusé, lui, à peindre une lettrine dans l'espace d'attente. Peut-être qu'il veut nous tromper et donner l'illusion à l'œil que c'est bien la copie de l'édition imprimée que nous voyons. Mais n'y a-t-il pas, quand on compare le feuillet de l'édition imprimée et sa copie, comme pour la reproduction de la statue, un jeu de paragone? Sommes-nous sûrs que dans l'espace pictural du tableau, le manuscrit imprimé peut rester lui-même? Malgré les similitudes qui permettent d'identifier de façon certaine le modèle copié par Bronzino, sommes-nous sûrs de lire le même texte? Ou bien, hormis quelques fautes de copie commises par Bronzino, y a-t-il transformation du texte dès lors qu'il est placé dans l'univers du tableau, du contexte d'énonciation supposé par le tableau? Chaque art a ses contraintes. L'écriture manuelle, l'écriture imprimée, l'écriture peinte supposent des techniques différentes. Et cela affecte jusqu'au contenu du texte et bien sûr sa compréhension. Nous en faisons l'expérience avec Ariane, André Luiret, Giovanni et Bastien dans notre travail sur le Ganavensis. On touche ici à l'énigme même que représente ce tableau, une énigme bien connue qui est celle, mise en valeur par Marshall McLuhan, du tension entre le message ou discours et le médium, entre la pensée mise en mots et le moyen oral, écrit, enregistré pour transmettre ce discours. Cela est bien connu, et l'histoire de l'Iliade en est le meilleur exemple. La poésie homérique remonte, comme vous le savez, bien au-delà du 8e siècle avant notre ère. Elle est issue d'une tradition orale et n'a survécu au temps et au progrès des technologies que parce qu'elle a été à chaque fois réadaptée à des supports nouveaux. Issue d'une tradition orale qui avait été élaborée sa langue, son rythme, portée longtemps par cette mémoire inventive, adaptée à l'écriture, dans des conditions qui nous échappent encore beaucoup, transcrite sur des supports encore expérimentaux, tandis que l'alphabet n'avait pas fini de se mettre en place, inscrite sur les bandes des papyrus, puis sur les pages des codex, copiée en majuscules dès le IXe siècle, puis dans un geste plus rapide en minuscules, diffusée par les presses des imprimeurs, enregistrée, aujourd'hui numérisée. La poésie d'Homère n'a pu traverser les siècles que parce qu'elle a été à chaque fois reformatée pour être adaptée, condition de sa survie, à des médias nouveaux. À chaque fois, le nouveau média a impliqué une nouvelle compréhension, une nouvelle sensibilité, liée à des modes de réception qui se transformaient en même temps que la société et l'homme. La poésie d'Homère pourrait ici servir d'étalon pour mesurer les transformations d'une œuvre au fil des révolutions médiatiques. J'aurais aimé vous raconter cette histoire pour vous montrer comment un message change quand change son support. Mais je me limiterai à l'exemple qui est devant vous. Il est certainement le moyen le plus efficace pour cette démonstration. L'Iliade est toujours ambiguë, comme contredite par les supports qu'il apporte. Quand je lis le texte à voix basse, je contredis le sens d'une poésie qui était faite pour être entendue, chantée, avec un accompagnement musical. Mais ici, sur le tableau, la contradiction du message et de son support devient plus redoutable. L'exemplaire ouvert devant Ugolino est-il une image que je dois regarder ou un texte que je dois lire? Il y a comme un court-circuitage cognitif. Si je regarde, je suis bien le spectateur du tableau. Mais si je lis, j'entre dans le tableau. Formulons l'énigme autrement. Est-ce que je lis un texte peint ou est-ce que je regarde un texte imprimé? Tout cela est très différent. L'invention de l'imprimerie en 1540 a marqué un tournant essentiel. Désormais, l'existence d'une œuvre, aussi longue que l'Iliade, ne relevait plus de la patience d'un copiste qui passait des jours entiers à copier, d'un aède qui pouvait vérifier les réactions de son public et qui s'adressait à un public restreint, mais désormais le texte relève d'une machine capable de multiplier les copies. À l'origine, la poésie de l'Iliade supposait l'effort du chanteur qui connaissait le public. Les copistes employaient des mois pour copier un manuscrit qui rassemblait un petit cercle de lecteurs initiés. Avec mes collègues du Ganavensis, fascinés de regarder au fil des pages l'évolution de l'écriture du copiste, nous essayons de repérer les moments de fatigue et de reconnaître comme des enchaînements graphiques
qui sont pour la mémoire de la main, comme les formules pour la pensée du poète. En 1488, la première édition imprimée de l'Iliade oublie l'effort humain. Le caractère imprimé signifie la possibilité de diffuser à un public large un poème dont on verra qu'il a sa face problématique. Faut-il vraiment que tout le monde lise l'Iliade ? Le Socrate de Platon s'inquiétait de la diffusion des textes écrits qui peuvent tomber en toutes les mains. S'il avait connu l'imprimerie, son inquiétude serait devenue angoisse et phobie. Un texte écrit à la main n'existe qu'une fois. Un texte imprimé se reproduit en chaîne. Alors même que les imprimeurs travaillent à perfectionner les caractères d'imprimerie en s'inspirant de l'écriture des copistes, et pour montrer que la machine imite la main du copiste, Bronzino crée une écriture contradictoire. Il est ce scandaleux copiste, peintre, qui copie un texte produit par la machine pour nous montrer que la main du peintre peut imiter la machine qui veut, elle, imiter la main du copiste. Il utilise son expérience de peintre pour rendre à la main le texte produit par la machine. Et maintenant, je suis perdu. En regardant le tableau, est-ce que je vois une page imprimée, une page peinte ou une page écrite à la main? Un texte écrit à l'encre ou peint avec la peinture à l'huile? Je suis piégé entre deux technologies contradictoires. L'écriture à la main, qui réservait l'Iliade aux initiés, et l'écriture imprimée, qui veut donner le texte à un public plus large. L'Iliade du tableau de Bronzino est et n'est pas la copie de l'édition Giunta. Elle ne l'est pas puisque reproduite par la main du peintre, elle n'est plus texte imprimé. Contradiction qui me rappelle qu'entre le contenu de l'Iliade et son support, il y a tension. Mais jusqu'où Bronzino réinvente-t-il une autre Iliade, comme il a inventé une autre statue de David en supprimant le tronc d'arbre? Indiquons rapidement le contenu de ce début du chant neuf. Nous sommes à la 10e année de la guerre de Troie. Les Grecs sont venus avec leur nef jusqu'à Troie pour reprendre Hélène, l'épouse de Ménélas, enlevée par Paris. Agamemnon, le plus puissant des rois, commande et conduit l'expédition. Il a tout le pouvoir, un pouvoir qui vaut peu si la force lui manque. Au début de l'Iliade, Agamemnon, l'homme du pouvoir, et Achille, l'homme de la force, entrent en conflit à propos du butin partagé injustement. C'est une crise majeure pour l'armée grecque. Achille a choisi de se tenir en retrait, de ne plus se battre sans Jacyle, sans Zeus, le premier des dieux, qui a pris parti pour Achille. Les Achéens sont décimés. Au début du chant neuf, Agamemnon est obligé de prendre acte de la situation. Il a eu tort de s'opposer à Achille. Les Achéens ne tiennent plus. Ils sont en proie à la panique. Dans leur poitrine, leurs cœurs sont déchirés et comparés à la mer que la tempête soulève quand soufflent ensemble le Borée et le Zéphyr. C'est ce qui est écrit sur la page de gauche. Agamemnon sait qu'il s'est trompé. Il convoque l'assemblée. Au milieu du guerrier, il se lève. Il est temps que je vous lise en traduisant les vers indiqués par l'index et le pouce d'Ugolino qui décrivent Agamemnon prenant la parole pour reconnaître sa faute. Agamemnon se tenait debout comme une source d'eau noire. Il faut tourner la page, mais je termine parce que la comparaison est belle. Comme une source d'eau noire qui pleure son eau sombre au bas d'une roche que les chèvres ont quittée. Ainsi, la voix lourde de douleur, le roi parlait pour dire son erreur. Un roi qui pleure. Faut-il lire la suite pour entendre ce que le roi grec dit à son peuple? Sans doute que le spectateur du tableau voudra vérifier et qu'il ira chercher un exemplaire de l'Iliade. Agamemnon explique que Zeus l'a trompé, que la victoire escomptée est perdue et que l'armée doit quitter Troie. Il ajoute, je cite le texte, « Zeus m'invite à rentrer à Argos, marqué par la honte, puisque j'ai fait périr tant de gens. » L'image d'Agamemnon en pleurs, semblable à une fontaine aux eaux noires, est au cœur de l'Iliade une image forte, celle d'un commandant qui songe à interrompre une guerre qui a déjà tué trop d'hommes. Les critiques alexandrins se disputaient déjà sur ce passage. Zénodote, au IIIe siècle, avant notre ère, voulait supprimer la comparaison. En bon lecteur de Platon, il condamnait l'image d'un homme qui pleure. Il refusait une comparaison renforçant cette image. Aristarque, après lui, a défendu le maintien de la comparaison. Curieusement,
Aucun des historiens de l'art que j'ai pu lire n'a souligné cette image d'Agamemnon pleurant. Zénodotéens, eux aussi. Quelle erreur! Agamemnon est-il sincère? Fait-il de la rhétorique, comme le veulent les historiens de l'art? Suppose-t-il par avance que l'histoire datait de l'avant et que la guerre ne s'arrêtera pas? Il peut pleurer pour inviter les autres à le contredire. Au chant 2, c'était vrai. Il est l'orateur qui jouait à des calculs de ce genre. Il avait brandi l'argument de la capitulation pour vérifier la réponse de ses troupes et réveiller leur ardeur. Mais c'était au chant 2. Au début du chant 9, il est épuisé. Ses larmes sont sincères. On ne s'y trompera pas. Il faut l'intelligence du vieux Nestor pour apaiser la situation. Le vieux sage a compris que l'armée veut la guerre et qu'elle pourrait renier Agamemnon. Il invite chacun à attendre, à reprendre la négociation avec Achille. Mais Achille refusera, et plus que jamais au début du livre du chant 10, dans une nuit qui se prolonge, on voit Agamemnon confronté à sa responsabilité, déchiré entre la crainte de la défaite et la peur de décevoir une armée qui veut la guerre. Il ne peut plus dormir, sa poitrine est secouée par des gémissements. Il tremble jusqu'au fond de ses entrailles, il s'arrache les cheveux et maudit Zeus. Un Agamemnon sincèrement en crise. La guerre de Troie pourrait-elle s'arrêter à cet instant? La question se pose dans le camp des Achéens. Elle pourrait se poser dans le camp des Grecs. Il suffirait de rendre Hélène et les trésors enlevés à Ménélas. Mais une guerre peut-elle s'arrêter ainsi, parce qu'un roi est épuisé? Au nom de quelle logique? La réponse de l'Iliade est négative. La guerre sera relancée. Imaginons que le poète de l'Iliade ait donné raison à Agamemnon. Imaginons une armée sensible aux pleurs de son roi et prête, oublieuse de la gloire, à interrompre le conflit. Une épopée chantant la guerre interrompue aurait-elle eu dans l'histoire de l'Occident la même importance que l'Iliade qui a stimulé les ardeurs d'Alexandre, de Napoléon, tous deux lecteurs attentifs d'Homère? Le poème du remords d'un roi préférant la paix aurait-il eût offert au monde moderne un modèle pour interrompre des conflits et des guerres exterminatrices que nous connaissons trop bien? Dans d'autres travaux, j'ai prolongé la réflexion ouverte par Momigliano, que nous citions tout à l'heure, sur le rôle de l'Iliade dans l'histoire très guerrière de l'Occident. Faut-il condamner l'Iliade pour autant? Mais alors, quel autre poème pour montrer un roi qui pleure et qui reconnaît son crime de guerre? J'ai tué tant d'hommes, dit explicitement Agamemnon. Ils sont milliers les leaders aujourd'hui qui pourraient prononcer cette phrase, mais que l'on n'entend jamais. En 1540, dans une Florence amoureuse de sa gloire et où le peuple regarde d'en bas, après le meurtre du duc Alexandre, les déchirements des familles princières, Bronzino savait lui aussi qu'un seigneur ne pleure pas. De tous les portraits qu'il a peints, chacun différent pour satisfaire les centaines peut-être de commandes de l'aristocratie, aucun ne montre un seigneur qui pleure. Bronzino sait qu'il ne peut pas peindre une telle image, mais il joue à citer le texte qui évoque cette image d'un roi pleurant comme une source sombre. Dans ce tableau, le texte recopié fait image, ou plutôt le texte dit ce que la main du peintre ne pouvait peindre, le contraire de ce que Véronique disait tout à l'heure, l'image qui montre ce que le texte ne peut dire. Attardons-nous encore sur cette image iliadique d'un roi qui pleure comme une source noire. L'eau qui jaillit des profondeurs de la terre est condition de vie. Pas de communauté ni de vie sociale sans une source d'eau. Mais c'est aussi près des sources que l'on s'entretue pour la richesse de l'eau, ou près des sources qu'on vient se laver du sang des crimes. Dans l'Iliade, ce poème très visuel, aucune image n'est jamais isolée. Il faut toujours lire plus loin pour découvrir les envers du décor. Je citerai seulement, après Agamemnon pleurant comme une source noire, cette autre image. Au chant 16, Agamemnon prépare ses hommes à la bataille. Le poète les décrit. Dans les montagnes, on voit les loups remplis d'une force indicible, dévoreurs de chair crue, déchiqueter un cerf au grand bois et le dévorer. Leurs mâchoires sont maculées de sang rouge. Puis la meute se rend près d'une source aux eaux noires, la même eau noire, pour y boire en surface, à coups de langue rapide, l'eau sombre. Leurs gueules recrachent dans l'eau le sang du massacre. Ainsi les Achéens. La guerre va se poursuivre. L'eau sombre se mélange ici à la couleur du sang recraché par les fauves dévoreurs. Dans l'Iliade, le sang est souvent noir. L'eau est comme un miroir du sang. Les guerriers myrmédons qui préparent la guerre sont des loups pollueurs de fontaines.
Le récit de la guerre se poursuit et le poète l'égrène d'images où les héros sont comme des lions, comme des sangliers qui se tuent dans les montagnes près des sources. En temps de paix, les sources sont le lieu des femmes qui viennent laver le linge. En temps de guerre, elles sont le lieu du meurtre. C'est près d'une source qu'Achille en embuscade attrape le jeune Troïlos pour aller le décapiter sur un autel. C'est surtout dans l'Iliade, près des sources de Troie, qu'Achille, semblable à un lion, tue et outrage le cadavre d'Hector, menaçant de le dévorer cru. L'eau des sources a une mémoire noire, et les larmes d'Agamemnon, le roi qui pleure, sont porteuses de cette mémoire. Voilà ce que suggère l'image d'Agamemnon, semblable à une source dans l'Iliade. Il est temps que je dise comment Bronzino réinvente l'Iliade, comment cette copie est une interprétation forte. Regardons encore la page de l'édition Giunta de 1519. J'ai souligné comment Bronzino recopie fidèlement le titre et le sous-titre. Mais il y a une contrainte. La page imprimée est impossible à rendre complètement dans un tableau de format si grand, si elle doit rester lisible. Elle compte 21 vers, tandis que les pages recopiées par Bronzino n'en comptent que 6 pour la page de gauche et 8 pour la page de droite. Bronzino ne savait pas le grec, mais sensible aux mots qu'il était, poète, il a bien sûr interrogé ses proches pour maîtriser tout ce qu'il voulait. À coup sûr, il a demandé qu'on lui traduise les mots. En regardant bien, j'ai été frappé de remarquer une symétrie entre les deux mots de la page de gauche et ceux de la page de droite. Je les ai soulignés en bleu. Il a réaligné et ça lui permet de créer un effet de miroir entre des parties du texte qui étaient éloignées. J'ai été frappé de remarquer une symétrie entre les mots de la page de gauche, vague noir, et ceux de la page de droite, haut noir. La mise en page de Bronzino rappelle les deux comparaisons qui ouvrent ce chant. Celle de la vague sombre, soulevée par la tempête, qui décrit la douleur intolérable des troupes, et celle de la source noire, dont coule une eau sombre, Tnophéron Hudor, qui renvoie aux pleurs du roi. La vague sombre, l'eau noire, c'est comme si Bronzino voulait souligner sur la page les deux expressions ainsi mises en miroir, nous invitant à penser au thème du liquide noir, bien connu à Florence et en Italie, depuis la fameuse gravure de Dürer datée de 1514 qui circulait alors en Italie, où on l'admirait. Or, regardez, à ma grande surprise, ce que j'ai vu en comparant les deux images. La mélancolie de Dürer de 1514 et le tableau de Bronzino. Deux images, apparemment, je suis sur une fausse piste. Regardez mieux. L'arc en ciel est repris par l'arc qui surplombe la statue. Très intéressant, le quadrillage du carré magique expliquerait le quadrillage inexplicable de la fenêtre. La corniche, soulignée par le trait rouge, renvoie à la corniche dans le tableau de Bronzino. Le compas tenu par Mélancolie sur un livre rappelle l'index et le pouce de Bronzino. Même position de compas pour les doigts de la main gauche et pour les jambes de David. Enfin, mais c'est très petit, dans le carré rouge, on a un exemplaire refermé qui rassemble et qu'on peut rapprocher du livre de Virgile. Si mon rapprochement devait être juste, il faut oser le proposer, alors la valeur du tableau de Bronzino vient d'augmenter devant vous. Et la mélancolie serait un thème du tableau dont la mise en page du texte homérique serait l'indice. Adolfo Venturi, qui œuvra pour faire reconnaître sa discipline au niveau universitaire, n'avait donc pas tort en 1933 de décrire ainsi le tableau. Le jeune homme fleurit comme un lys mélancolique au milieu de l'austère atmosphère florentine. Mais je suis prudent. La mélancolie est un thème difficile. Gardons seulement, souligné par Bronzino dans sa copie de l'Iliade, le thème de l'eau noire. Sur le tableau, le visage d'Ugolino me semblait d'abord ressembler à celui de David. La question se pose maintenant d'un lien entre Agamemnon, qui pleure une eau noire, et Ugolino, qui pourrait être mélancolique. Un lien à distance.
Ugolino mélancolique, Agamemnon pleurant des larmes noires. Entre les deux visages, c'est l'histoire de la tristesse qui pourrait s'écrire. Dans l'encre de la mélancolie, un des plus beaux livres sur l'histoire de ce liquide noir qu'est la mélancolie, paru dans la belle collection de Maurice Hollander, décédé il y a un mois et à qui je pense ici, Jean Starobinski écrivait cette phrase forte justifiant le titre de son livre « L'encre de la mélancolie ». La citation est un peu longue. Commentant un poème de Charles d'Orléans sur le lien intime entre poésie, mélancolie et encre où le poète trempe sa plume, Starobinski écrit « Une eau noire, lourde, une eau plombée et impropre à étancher la soif. C'est une teinture, un colorant qui attaque et pénètre tout ce qu'on y trempe. Cette nouvelle métamorphose allégorique ramène sous nos yeux un équivalent concret de la bile noire dont Charles d'Orléans avait d'abord transposé les qualités sous forme de figures personnifiées ou spatialisées. L'eau profonde est une eau sombre, le mariage paradoxal de la distance souterraine et de la substance aqueuse donne, pour l'imagination, une encre chargée de nuit, une eau forte qui ne cesse d'éroder le puits où elle est tombée. Il faut toujours se méfier des mots qui viennent du grec et qui changent de sens. En Grèce ancienne, le terme mélancolie est formé sur l'adjectif mélas et sur le subjonctif kolé, qui signifie la bile, et qui est dérivé de kolos, qui signifie la colère. Le terme apparaît chez Hippocrate, chez Aristophane, chez Platon, et aussi chez Sophocle, qui emploie l'adjectif mélancolos pour indiquer dans les Trachiniennes la toxicité mortelle du sang de l'hydre de Lerne. La poésie homérique ne connaît pas le mot, mais elle emploie les deux mots qui le composent, l'adjectif noir et kolos, la colère. À la question « existe-t-il un héros mélancolique dans l'Iliade ?», Starobinski répondait et donnait l'exemple de Bellérophon au chant 6, un héros errant, haï des dieux. Je voudrais choisir une autre piste, celle suggérée par Bronzino et par la page de Starobinski que j'ai lue et que vous avez sous les yeux. À quoi renvoient les pleurs semblables à l'eau noire dans l'Iliade ? Une eau noire dont les héros se vident en pleurant sa douleur. Impossible ici pour un homériste de ne pas rappeler l'image initiale d'Agamemnon dans l'Iliade, quand Achille et lui, au chant 1, se livraient à un duel de colère. Une colère désignée par le terme colosse, plus encore que par le terme méniste. Le contexte est comme au chant 9, celui d'une assemblée. Agamemnon vient d'entendre Calchas, qui a fait retomber sur lui la responsabilité du fléau qui frappe les Grecs. Pris par la douleur, Agamemnon se lève, anesté, comme au chant 9, et je cite Homère, « Il est affligé, ses pensées se remplissent d'une fureur noire ». Pas facile de traduire le grec ici, Mason traduit terriblement ses entrailles, et non pas ses pensées, le mot a double sens, se gonfle d'une noire fureur, on aurait presque envie de dire d'une humeur noire. Plus loin, Nestor suppliera Agamemnon de mettre fin à son colosse. Je t'en prie, mets fin à ton colosse contre Achille, ta colère contre Achille. Rempli d'une colère qui vient noircir ses pensées au chant 1, Agamemnon pleure des larmes noires au chant 9. On aurait ici, bien avant Hippocrate, une théorie iliadique des humeurs. Au moins, le tableau de Bronzino m'a-t-il fait réfléchir aux pensées sombres des héros homériques. Mais je reste frustré. J'aimerais voir Ugolino reprendre sa lecture et indiquer, en tournant les pages, d'autres passages qui expliciteraient son humeur mystérieuse, peut-être mélancolique. Le problème est que je continue à lire le texte comme un texte, continue à lire le texte du tableau comme un texte. Or, c'est une image, et je dois regarder le tableau, non pas le lire. Ugolino, ne m'en déplaise, ne tournera jamais la page qu'il soumet à notre regard. Il est prisonnier d'un temps immobile, jeune homme devenu image. Mais le tableau garde la trace d'un mouvement. Regardons bien sur la slide suivante. Pour nous montrer le passage qu'il indique, Ugolino n'a pas tourné la page, mais il a retourné le livre, dans un geste qui a déplacé la nappe. Je me suis entraîné à faire ce geste. Il faut faire attention de ne pas faire tomber le livre de Virgile. Mais en même temps, le livre de Virgile sur la table fait contrepoids
et permet que la nappe se plie comme il faut. Je te ferai la démonstration. Pour Jérôme, ça marche avec un texte de Virgile, ça ne marche pas avec un texte de Suétone. Sur le tableau, le geste d'Ugolino a ainsi dévoilé l'angle de la corniche, mais Ugolino ne le voit pas. Que voit-on? Le dévoilement est important. On découvre sur la tranche de la table, sur le plateau du bord de la table, la signature du peintre. Le choix de cet emplacement n'est pas neutre et invite à penser que Bronzino nous invite à bien regarder cette table et son ornementation. Hélas, le motif décoratif est très abîmé, même en utilisant la photographie infrarouge. Pourtant, les critiques s'accordent à reconnaître une main qui aurait pu être humaine, mais qui prend la forme d'une patte griffue de lion, patte qui s'abat sur une corne en S qui pourrait être celle d'un bélier, mais qui couronne une face grimaçante, difficile à identifier, portant une sorte de bonnet. De telles décorations n'existent pas sur les tables des patriciens florentins, où l'on trouve couramment des têtes de lion, des pattes de lion pour les pieds de la table. En revanche, le motif est fréquent dans les tableaux de Bronzino, où il orne ainsi plusieurs meubles, comme ici, si l'on compare notre tableau à cet autre tableau de Bronzino, le portrait du jeune homme au livre, où l'on voit la figure grimaçante sur la corniche de la table. J'ai évoqué, or, cette patte ou cette main griffue d'un être hybride qui saisit une proie est dérangeante. Sur un axe vertical, elle répond à la main gracieuse d'Ugolino qui indique un passage clé de l'Iliade, à la main de David. On peut aussi dessiner une ligne presque droite qui relie les têtes de David, Goliath et la gueule du monstre. Ligne en jaune et la gueule monstrueuse sous la table. J'ai évoqué plusieurs fois le travail de la main qui écrit et de la main qui peint, la main du lecteur qui tourne les pages. Mais il y a aussi la main qui tue et qui transforme l'homme en animal. Dans l'œuvre de Bronzino, peintre de mains qui tiennent des livres, la patte griffue ressemble à un cauchemar. Elle me rappelle qu'Achille n'est pas seulement dans l'Iliade un héros courageux comme un lion, au cœur de lion. Il peut devenir fauve quand il tue une bête, une victime plus faible. Regardons cet amphore pontique du VIe siècle, où le héros était en embuscade derrière la fontaine des sources de Troie. Il surprend et saisit violemment Troïlos, encore enfant, pour aller lui trancher la tête sur un autel. Le peintre donne à son pied gauche l'apparence d'une patte de félin, un homme qui devient fauve animal quand il tue. Et je dois cette remarque peut-être à Lucas ou peut-être à Jérôme, je ne sais plus lequel. Retour à notre tableau. C'est maintenant la figure de David qui devient dérangeante. Brave berger, fier de sa victoire sur Goliath qu'il avait tué avec sa fronde, pour se défendre bien sûr. Mais ensuite il lui a coupé la tête qu'il a jetée à ses pieds. Que dénonce le dévoilement de la patte griffue qui tue. Dans l'Iliade, Agamemnon ne coupe jamais volontairement aucune tête. À l'axe vertical qui place David dans le prolongement de la patte qui tue, il faut opposer l'axe horizontal, les 3 livres, une somme littéraire. Des livres, un livre de guerre, mais au centre, un livre qui désigne aussi, sans le montrer, l'image d'un roi qui pleure des larmes noires, une image rare et précieuse qui oppose Agamemnon à David, Homère à la Bible. Une image qui dénonce aussi, de façon très actuelle, tous les puissants qui ne savent pas reconnaître leurs crimes. Le transgressif Bronzino a rendu son verdict. Quant à moi, bien sûr que je vais tourner les pages, mais autant pour avancer dans mes lectures que pour revenir en arrière.
Alors laissez-moi tourner une dernière page, celle des remerciements, tant il est vrai qu'on ne construit et qu'on ne se construit qu'avec les autres. Dans quel ordre égrener mes remerciements? Chronologiquement peut-être, même si cet ordre est aussi aléatoire que tout autre. Claude Caham, bien sûr. Sans Claude, je ne serais jamais arrivé à l'UNIL. Martin Steinruck, avec qui je partageais l'assistanat en grec. À l'époque aussi, plusieurs d'entre vous étaient assistants ou même étudiants. Anne Billman, Daniel van Malmeder, Michel Fuchs et d'autres. J'ai grandi avec eux dans cette cellule de l'ASA, très stimulante. Tant d'autres collègues aussi qui ont partagé l'aventure interdisciplinaire. Impossible de les nommer tous. On en croise du monde en presque 30 ans à l'UNIL et j'en reconnais beaucoup dans cette salle. Impossible de tous les nommer. Très vite, j'ai aussi rencontré des doyens, des recteurs, des responsables administratifs qui me demandaient régulièrement des rapports que j'oubliais de rendre aussitôt. Comment ne pas leur dire merci de leur patiente bienveillance? Patricia Ponti, Claudia Mignot, Olivier Bianchi, Romain Genet, Élodie Glos. Ici aussi, la liste est longue, sans oublier, bien sûr, de nommer Adrien Spillman, un secrétaire devenu coach et qui va me manquer. Très vite aussi, j'ai goûté au plaisir de la BCU, un lieu merveilleux aujourd'hui représenté par Evelyne Barman, qui fut aussi mon étudiante. Quand je suis devenu professeur, après avoir fait MER, j'ai pu compter sur des assistantes et assistants toujours efficaces. Tania Ruben, qui a soutenu une thèse importante sur le Timé et qui enseigne le grec à Bienne et Fribourg, elle est occupée ce soir. Aurélie Maté, elle aussi platonicienne, devenue enseignante de grec à Morges, très active pour la promotion du grec dans le canton. Camille Semenzato, qui a soutenu une très belle thèse sur les muses dans la poésie et que j'ai retrouvée tout récemment à Gênes lors d'un colloque sur les centaures. Yannick Dibolt, aujourd'hui enseignant de grec et guide de montagne, qui a écrit des pages provocantes sur la figure de Thersites et sa réhabilitation contemporaine. Anaïs Marchando, qui est un trait d'union entre les universités de Genève et Lausanne, entre la philologie et l'histoire des religions. Sur le point de se terminer sa thèse avec Dominique Jaillard, qui enseigna chez nous. Avec Ariane Jambé et Vassiliki Kondilaki, qui ont été mes deux dernières assistantes, avec leur sujet de thèse, elles ont été celles qui m'ont sans doute influencé le plus, peut-être parce que je devenais aussi le plus influençable. Ariane, en me faisant glisser vers le projet autour du Ghana 26, sur lequel nous travaillerons demain, avec Giovanna Signorini, autre précieuse collaboratrice, Bastien, André Louis, deuxième assistante encore en fonction, dont je profite encore, Vassiliki Kondilaki, qui m'a rappelé l'importance des émotions dans notre compréhension intellectuelle des textes grecs. Parmi les assistantes, Ombreta Cesca a choisi de s'embarquer sur la nef UNIL et je me réjouis de savoir qu'elle me succède. Je la remercie de toute son aide passée et lui fais tous mes vœux pour un futur qui nous verra encore collaborer. Mais les assistants n'étaient pas seuls à faire vivre à mes côtés la section de grec. Depuis le début, Pierre Folquet a été pour moi un collègue irremplaçable. Il sait tout ce que je lui dois. Matteo Caponi est venu remplacer Dominique Jaillard avec une vitalité et un enthousiasme très communicatif. Il a porté une grande partie du poids des cours que nous donnons à l'EPFL, lui et Mathieu Pellet. Tous les deux iront de l'avant pour poursuivre cet enseignement. Il y a plusieurs années, Nathalie Rousseau nous a rejoints comme privat docent, étayant notre section de tout son savoir. En informatique, ma chance a été d'avoir rencontré, outre Aris Santos et Bastien Kin, Simone Zanzaro, Shahan Vidal-Gorel, a été d'avoir rencontré, last and not least, le très précieux Matteo Romanello, arrivé chez nous, maître assistant FLS, qui m'a dépanné sur bien des points. Du côté de la HEP, Antje Kolde et Carla Maria Lucci ont été des partenaires fidèles et avec qui nous allons continuer. Je me suis rendu compte en écrivant ces remerciements que je dis à chaque fois, on va continuer. Envers tous et toutes, ma dette est grande. Je leur dis mon plaisir d'avoir travaillé ensemble. Mais tout ce parcours, toutes ces rencontres n'avaient
qu'un sens donné par la présence des étudiantes et des étudiants. Je ne sais pas ce que je leur ai donné, mais je sais qu'ils m'ont apporté une motivation qui ne me quittera pas. Merci à elles toutes et à eux tous. Enfin, je n'oublie pas ma famille et les années parisiennes, et première entre toutes, Valentina, qui sait que je refermerai mes livres quand elle refermera les siens. Enfin, celle ou celui que j'aurais oublié sait bien que je suis un distrait et que je me réveillerai cette nuit en me disant « Zut, je l'ai oublié, il faut tout recommencer ». Monsieur le doyen, cher Léonard, Madame la vice-doyenne, Monsieur le vice-doyen, chère Anne, chers tous, mes remerciements réitérés, cher Otmar, président de l'ASA, mes remerciements réitérés au décanat, à l'ASA, à l'UNIL pour l'organisation de cette soirée. Merci.